Je viens de comprendre instantanément pourquoi ça met autant mal à l'aise d'écouter quelqu'un qui parle tout seul, quelqu'un qui monologue. Ça met mal à l'aise beaucoup de gens d'écouter des gens qui parlent tout seuls. Enfin, ça met pas mal à l'aise d'écouter quelqu'un qui te présente, qui te parle d'un sujet quand tu identifies que cette personne imagine parler à un public, parce que ça c'est un des modes du personnage social qui réalise une vidéo pour parler à un public, mais c'est hyper malaisant une personne qui monologue. Et j'ai compris pourquoi là, en écoutant quelques secondes d'une vidéo de François qui monologue dans sa voiture, parce que ça rend audible ce qui se passe à l'intérieur dans la tête. Il me manquait un élément, il me manquait un élément, quand je disais que le personnage, l'orgueil se construit sur la honte de la souffrance, en fait, le personnage se construit pour masquer tout ce qui peut se passer à l'intérieur. Donc la souffrance, oui en effet, les hontes, les regrets, mais aussi les pensées. Putain, mais ce ciel est incroyable, mais là c'est trop saturé. Mais aussi les pensées. Si les gens mettaient tous à haute voix les pensées qui s'agitent dans leur tête, si tout le monde faisait ça, ben on serait dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et c'est pour ne pas que les autres entendent les pensées qui s'agitent dans ta tête que tu parles depuis ton personnage social, ton personnage qui lui a l'air parfaitement logique et parfaitement rationnel. Alors que en fait le phénomène des pensées, le phénomène des pensées et le phénomène de la réflexion, c'est un système infernal qui alterne constamment entre une chose et son contraire. Je vous donne un exemple Tu te dis le matin, je vais faire du café. Pour boire du café. Juste après, tu vas te dire, ouais, mais il faut que je me dépêche parce qu'après, je dois faire mes papiers. Ça, en apparence, comme ça, si tu fais pas gaffe, ça a l'air normal. En fait, c'est pas normal parce que t'as même pas fait ton café et tu l'as même pas bu, que déjà tu penses à une action qui est contradictoire avec l'action précédente, parce que tu vas... Alors, sauf si tu bois ton café en même temps que tu fais tes papiers. Mais ce que je veux dire, c'est que tu penses à une action qui n'est pas de même nature que celle que tu n'as pas encore faite. C'est-à-dire, tout simplement que avant d'avoir bu ton café, tu penses déjà à ce que tu vas faire après. Il y a un chevauchement temporel comme ça. Ou bien, tu te dis, ah, je vais partir en vacances. Ouais, mais en même temps, non, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Les pensées, en fait, quand tu observes bien, ça fonctionne tout le temps comme ça. Parce que c'est la réflexion qui fonctionne comme ça. Le fonctionnement de la réflexion, c'est comme la réflexion dans le miroir, c'est quelque chose contre quelque chose. C'est ton visage contre le reflet dans le miroir. Donc, c'est toujours une chose contre une autre chose
Voilà. Et quand tu mets à haute voix la réflexion, ben ça ressemble à de la folie en fait, parce que si tu passes ton temps à penser une chose et son contraire, ben ça tourne en rond, enfin ça avance pas. Il n'y a pas de déroulement. Et donc, si ça peut mettre autant mal à l'aise des fois d'écouter des gens qui parlent tout seuls, qui monologuent, ben c'est parce que ça renvoie à la réalité invisible, ou plutôt inaudible, enfin silencieuse, voilà, du phénomène des pensées. Et ça fait peur en fait. Ça fait peur de se confronter à cette réalité qu'est l'enfer des pensées et l'enfer de la réflexion. Donc, comme on a peur de cette réalité infernale, on se réfugie derrière une parole standardisée, complètement standardisée, complètement conventionnelle, complètement déjà préfaite, où soit on va raconter des histoires, on va transmettre des informations, mais déjà enregistrées, pour, dans cette parole conditionnée, avoir un moment de fuite ou de compensation à cet enfer qui est la réflexion. Mais le truc, c'est que le besoin de parler, le besoin de parler, le besoin de monologuer, justement, le besoin de parler tout seul, est motivé par le besoin justement de sortir de la réflexion. Et moi, ça a été mon objectif, au début quand j'avais commencé à faire de la méditation. Au tout début, quand j'ai commencé la méditation, je me suis dit, la méditation va m'aider à sortir de mes pensées, qui, pour moi, était la cause de ma souffrance. Donc, je me suis dirigée là-dessus parce que je me suis dit, voilà, si je fais de la méditation, du zen et tout, à un moment donné, je vais lâcher cette tête. Et oui, le problème dans la méditation, c'est qu'il n'y a pas de transformation intérieure. Parce que si ces pensées se manifestent, cette réflexion infernale se manifeste, parce qu'elle est le symptôme de quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être exprimé, mais qui ne trouve que le mode de la réflexion pour s'exprimer. Et ce que j'ai observé, c'est que quand il y a une souffrance ou une peur qui est forte, qui est importante, qui se manifeste, la réflexion va... le phénomène de la réflexion va s'activer de manière très, très intense. C'est-à-dire que cette dynamique de pensée contre pensée, ou de pensée versus pensée contradictoire, va s'activer très rapidement. Enfin, en gros, tu vas vachement plus penser à une chose et son contraire en même temps et rapidement. En fait, la réflexion, c'est comme une balle de tennis ou une balle de ping-pong qui alterne comme ça, ding, 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 ding. Et plus tu as une émotion ou surtout une peur, une crainte, mais que dont tu te coupes, que tu veux pas accueillir, que tu veux pas exprimer spontanément, que tu contiens, eh bien, il va y avoir le phénomène de la réflexion et la balle de ping-pong qui va se mettre à passer d'un côté et de l'autre comme ça de manière très rapide. Et donc, ça c'est la réalité silencieuse
de ce qui se passe dans la tête. Et ça explique pourquoi, vu que c'est infernal en tant que tel, il y a ce besoin dans l'être humain de compenser au travers des loisirs, des plaisirs liés à la consommation, et à toutes sortes d'activités pour pouvoir fuir à un moment donné cette réalité infernale. Voilà. Donc, ils sont bien marrants, les gens qui parlent de réduire nos consommations, comment on appelle ça là, l'écologie en fait, l'écologie. Ben oui, c'est un lien direct parce que si on a besoin de consommer aussi important, de voyager, de s'évader, tout ça, c'est pour fuir une réalité intérieure qui nous est insupportable. Donc, pour améliorer l'écologie, améliorer notre relation à notre environnement, bien, on doit d'abord en premier lieu travailler sur l'environnement à l'intérieur. Et la base, c'est pas les pensées en tant que telles qu'il faut tenter de fuir ou de je ne sais quoi, ou vis-à-vis desquelles il faudrait lâcher prise, mais quelque chose à l'intérieur, une souffrance qui ou des craintes ou des peurs dont on s'est coupé parce que l'environnement ne permettait pas son expression ou parce que la dissociation, encore une fois, c'est la dissociation qui coupe le contact, qui crée le blocage et l'empêchement de l'expression. Merde, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Mais bon, c'est ça en fait. Et le truc, c'est que en fait, ce que j'ai observé, c'est que dans mes vidéos, j'ai vraiment focalisé mon propos sur la souffrance, mais je sais que c'est pas forcément très parlant quand je parle de souffrance, parce que quand tu es dans ton personnage, justement, comme tu es coupé de ce qui se passe à l'intérieur de toi et que tu es réfugié dans ta tête, tu te dis, mais non, mais je souffre pas, puis tout va bien dans ma vie, plus ou moins, ok, je suis peut-être un peu stressée, mais ça va. Et en fait, je me suis rappelé de comment j'étais avant de commencer à parler, parce que ça peut-être vous paraître étonnant, peut-être que vous vous dites que comme je parle tout le temps, je dois penser beaucoup. Et en fait, depuis que je parle, en fait, plus je me suis mise à parler, moins j'ai eu besoin de penser et de réfléchir. Je dis pas que je pense plus, bien sûr, je pense, mais ce phénomène-là de la réflexion, de la pensée, de la contre-pensée, il a quasiment disparu. C'est-à-dire que même si, bien sûr, il est encore présent, mais en tout cas, il n'est pas présent de manière, avec l'intensité qui était... putain, j'arrive pas à faire cette phrase. Pas avec la même intensité qu'avant que je commence à parler. Où là, c'était vraiment très, très, très important. C'est-à-dire que j'étais constamment dans ma tête, en train de réfléchir. Mais c'est ça qui maintient dans l'inertie. C'est la réflexion. Parce que si tu penses une chose et son contraire tout le temps, tu peux pas avancer. Tu peux vraiment pas avancer. Tu stagnes. Comme le spectateur devant le match de tennis, il est là bloqué à regarder les boules, les balles qui alternent d'un côté et de l'autre, mais c'est tout, il reste assis sur sa chaise. Putain, mais du coup j'avais oublié le phénomène de la réflexion et en fait, voilà, pour dire que oui, c'est pas très parlant de parler de la souffrance, parce qu'on est coupé de nous-mêmes. Et donc, on est dans la réflexion. Et quand une personne commence à mettre à haute voix ses réflexions, et parler toute seule et monologuer avec ses réflexions, il y en a que ça peut faire peur, parce que ça les renvoie à leur réalité, j'ai déjà dit, à leur réalité intérieure silencieuse. Et ils sont là, waouh, mais moi, je préfère pas voir la folie qu'il y a à l'intérieur de moi, parce que, en fait, la folie, ça peut être défini de plusieurs manières différentes. Autant ça peut être l'inconscience,
Ça peut être le fait d'être coupé de soi, mais ça peut être aussi, comme le disent les spirituels, hein, le mental. Mais le mental réflexif. Voilà, le mental réflexif. Et maintenant, je me rappelle que j'avais commencé, le tout début, quand j'avais commencé à parler, c'était essentiellement axé sur le mental réflexif. Et j'étais j'étais perchée dans le sens où j'étais dans ma tête. Mais tous les gens sont perchés. Tous les gens qui réfléchissent, qui vivent dans leur tête et leurs réflexions sont perchés. C'est-à-dire que c'est sortir de la réflexion. C'est le fait de sortir de la réflexion pour re-rentrer dans son corps enfin, re-rentrer dans son corps, ça veut rien dire, mais s'habiter soi-même, bon, ça veut rien dire non plus, mais être, voilà, être. L'état d'être, c'est aussi l'état qui, justement, est délivré de ce système réflexif. Et je fais une petite parenthèse, parce que pour parler, justement, de quelque chose auquel je n'ai même pas réfléchi, mais dont je vais parler pour voir ce qui peut sortir de ça. Il y a Alexandra qui me parlait d'un film d'animation qui s'appelle Soul, réalisé par Pixar. Donc c'est un Walt Disney en fait, qui montre, donc j'ai regardé la bande-annonce, et qui montre en fait le processus d'incarnation. Donc c'est expliqué pour les enfants mais aussi pour les adultes, où tu vois en fait des âmes, donc des sortes de corps d'inconscient, et c'est représenté par des sortes de petites bulles, des petits personnages bulles, qui viennent s'incarner sur Terre dans des corps, et qui choisissent avant de s'incarner un personnage justement, c'est-à-dire, tiens, tu veux être quoi dans ta vie? Footballeur? Bon bah voilà, tu vas suivre et donc ils reçoivent une sorte de programmation avec tous les codes. Enfin, j'ai pas vu le film, hein, mais apparemment c'est ça. Une programmation avec tous les codes pour permettre à cette âme qui va s'incarner d'avoir les éléments qui lui permettront d'être footballeur. Et je voulais parler de ça, pourquoi? Parce que tous ces trucs-là, comment ça se fait qu'il y ait des êtres humains qui fassent des films là-dessus? Comment ils peuvent avoir accès à ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu des expériences de mort imminente et qu'ils sont sortis de leur corps et qu'ils ont vu ils ont accédé à la réalité invisible de ce monde? Moi, ma perception, et c'est que ma perception, c'est que c'est pas parce qu'ils ont eu accès à ce monde qu'il est réel, parce que j'en sais rien, moi, s'il y a des âmes qui s'incarnent avant et qui suivent un programme comme c'est montré dans le film d'animation. Par contre, ça, c'est ce qui est dans notre imaginaire. Je dirais qu'après la mort, et j'en sais rien moi de ce qu'il y a après la mort, mais je m'en fous, je fais quand même des suppositions, parce que ça, c'est un sujet qui m'a toujours... comment dire, la mort, oui. Il y avait un bouquin de Jean Kelevitch, je me rappelle, qui s'appelle La mort, que j'avais quand j'étais ado, et je le lisais. J'étais bizarre comme ado, moi. Je lisais ce bouquin tout le temps. Il y avait des trucs géniaux dans ce bouquin. Jean Kelevitch, putain, je l'avais zappé, lui. Je l'avais zappé parmi les philosophes. Faudrait que je me replonge dedans. J'aimais trop l'esprit de ce gars. Ce que je dirais, c'est qu'après la mort, si ça se trouve, on retourne dans l'imaginaire, dans une sorte d'espace d'inconscient, de super inconscient. Et il y en a qui te parlent de matrice, d'enfermement, tout ça. Sortir de la matrice, sortir de tous ces trucs, il faudrait en sortir, ouais, mais pour aller où? C'est ça le truc, ils te disent pas où, encore une fois, ils te disent pas où aller. Moi, je dirais que le but, en fait, le projet, ok, si c'est vrai, tous ces trucs, avant on est des âmes et qu'on vient s'incarner,
Et ben le but c'est de développer de la conscience, bordel. Qu'il y a bien un plan, quoi, il y a bien un projet quelque part. Bah oui, développer de la conscience. Et ça peut se faire qu'en étant en vie comme ça, et justement en sortant de cette réflexion. Parce que cette réflexion, elle nous coupe de notre état d'être. Elle nous empêche d'être. Et qu'il ne suffit pas juste de faire du lâcher-prise, de la méditation, parce que même si tu coupes avec le mental et la réflexion pendant que tu fais de la méditation, ben tu t'es pas transformé intérieurement. Donc, ta souffrance, ok, tu restes 1 heure et tu arrives à décrocher avec ce mental réflexif, mais ta souffrance, elle est toujours là. Et après, elle va réactiver. C'est-à-dire que tu as eu une pause ou un répit pendant 1 heure, mais après ça va se réactiver et le mode réflexif va revenir. Et souvent les gens qui font de la méditation pendant des années de pratique, de discipline, avec le temps ils deviennent vraiment acariâtres parce qu'ils voient bien que ça ne fonctionne pas et ils se disent toujours plus qu'ils n'ont pas assez pratiqué, qu'ils n'ont pas assez de discipline et après ils deviennent secs comme des harengs secs, quoi. Et cette transformation, pour le vivre, parce que en fait le seul moyen, moi, de constater qu'il se passe quelque chose en moi, bah, c'est de me sentir, d'être à l'écoute de mon état intérieur et de voir est-ce qu'il y a une amélioration ou pas. Et l'amélioration, je la vois justement dans cette dissolution progressive de la réflexion. Mais encore une fois, ça peut paraître bizarre là, parce que comme je parle beaucoup, mais plus je parle, moins je réfléchis. C'est ça qui est génial avec la parole. Voilà. Au début, quand tu commences à parler, je m'en rappelle, moi, c'est des trucs que j'ai pas oubliés. Si je focalise mon attention dessus, je peux avoir des souvenirs. Au début, c'était terriblement souffrant. Enfin, terriblement souffrant. Ah, c'est bon, hello. Non, mais c'était chiant, en fait. Et parce que je me battais contre ma réflexion. Au début, quand tu commences à parler, et bien justement, t'es pris dans ce putain de truc où ta réflexion, tu peux plus te mentir à toi-même que dans ta tronche, il y a un enfer réflexif. Alors tu commences et t'essayes de suivre une ligne, plus ou moins, et en fait tu te rends compte que ta ligne, elle va pas droit parce que tu alternes toujours de la gauche à la droite. Alors t'es là, ouais, vas-y, garde le cap, vas-y, continue tout droit. Ah merde, putain, il t'est balancé entre la gauche et la droite. Et t'essayes quand même d'avancer comme ça, dans ta parole. Et ça, je me rappelle bien comment c'était... C'est comme s'il y avait un... Bah oui, un conflit, hein, c'est le conflit intérieur, c'est ça. Hein. Le conflit intérieur, c'est la réflexion. Et... je vais être volontairement cliché encore une fois, mais quand même les femmes, elles en chient. Ça c'est vraiment une généralité, hein. Mais les femmes elles en chient vachement avec ça, avec la réflexion. On dirait que c'est encore plus exacerbé chez les femmes. C'est fou. Tu passes une journée dans ta tête à réfléchir, putain, à la fin de ta journée. À la fin de ta journée, t'as envie de regarder Cyril Hanouna. T'as envie t'as envie de te lobotomiser la tête. Bah ouais, tu ferais tout pour fuir ce truc en fait. Je comprends. Ça, je comprends bien. Et c'est déroutant quand tu te transformes intérieurement justement et que tu sors de ce mental réflexif parce que tes plaisirs, les plaisirs que tu avais dans le passé, ils fonctionnent plus parce qu'en fait, tu réalises que les plaisirs que tu avais dans le passé,
ils étaient produits par la fuite que tu avais de toi-même. Tu vois, quand tu avais plaisir à regarder un film en mangeant une pizza parce que pendant ce moment-là, tu réfléchissais pas et tu étais juste là à bouffer ta pizza pour te rassurer, pour te réconforter, bah là, après, ça le fait plus. Alors du coup, tu te dis, merde, putain, j'ai perdu le goût de la vie. Merde, j'ai perdu le goût de la vie, putain. J'ai plus de goût à manger une pizza devant la télé, merde. Je me fais chier, putain, je me fais chier, j'ai aucun intérêt à faire ça. Et c'est vrai que c'est un passage hyper déroutant. Bah, c'est le temps de trouver des plaisirs différemment, et à apprécier différemment, puisque quand tu n'as plus besoin de compensation aussi, besoin de compensation, après on l'aura toujours un peu quand même, parce que même la régression, le fait de régresser, de manger de la crème glacée en regardant des niaiseries, ça peut être, enfin voilà, mais en tout cas, lorsqu'il n'y a plus cette même dépendance ou ce même attachement à ces modes de compensation, ben ouais, ça fait bizarre. Mais c'est là que tu réalises, mais en fait, je suis quelqu'un de simple. Je me satisfais de pas grand-chose. Il me faut pas grand-chose finalement. Et quand ça tombe bien, vu que c'est la fin de l'abondance, c'est la fin du fromage. L'abondance, fromage. C'est la fin de l'abondance, donc tant mieux. Ça m'arrange. Ouais, c'est vachement déroutant de plus s'y retrouver dans ces modes de compensation auxquels on était habitué avant. Parce que, ouais, c'est ça, c'est que tu te dis vraiment, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je deviens normal, enfin, j'ai plus besoin de grand-chose. Oh là là, j'ai plus besoin de grand-chose. Oh là là, j'ai plus besoin que de l'essentiel. Oh, c'est bizarre ça. Parce que si t'avais toujours été comme ça va, mais quand t'as été l'inverse avant, là, ça fait un gros contraste. Hein. Bon, ben on voit plus rien là. Plus rien du tout.